Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente l'une des figures emblématiques de la philosophie du XXe siècle. Edmund Husserl est un philosophe né en Moravie, Autriche-Hongrie en 1859 et mort en 1938. Suivant des cours de mathématiques, de philosophie et d'astronomie, il obtient un doctorat de mathématiques à Vienne, intitulé Contribution à la théorie du calcul des variations. Il suit l'enseignement de Franz Brentano qui va influencer le cours de sa vie, si bien que Husserl ne se consacre plus qu'à la philosophie par la suite. Il fonde sa propre méthode philosophique, la phénoménologie, qui étudie les conditions de possibilité de la connaissance chez l'homme. Cette science, comme Husserl la désigne, part de cette évidence que la conscience est intentionnelle, faite pour avoir un objet toujours en conscience. Bien que le mot phénoménologie soit plus ancien, et bien que sa philosophie ait été fortement influencée par son maître Franz Brentano, on attribue habituellement à Husserl la paternité de la philosophie phénoménologique. Mais en quoi consiste-t-elle ? Elle est la prise en compte de l'expérience vécue par les individus dans leur recherche de la vérité scientifique. La question de la vérité scientifique avait déjà hanté l'esprit de Descartes, et de ce point de vue, Husserl est cartésien. Le projet du philosophe est de comprendre l'homme et le monde. Mais, comme Kant, il doute que la solution soit dans le rationalisme cartésien. Dans la lignée de Kant et surtout de Thomas Aquin, Husserl cherche la solution dans le vécu, dans l'expérience qui sollicite la conscience personnelle. Donc, il n'y a rien de figé dans la science. Elle s'aperçoit et s'affirme parce que l'homme a conscience de l'expérience qu'il vit. C'est cette conscience qui donne un sens à la réalité observée. Et donner un sens est le propre de l'homme, en quête permanente de vérité. Le message de Husserl a été bien reçu en début de ce XXe siècle qui traverse une crise de conscience. Où nous mène la science ? Y a-t-il seulement une science ? Y a-t-il une vérité ? Bien que novateur, Husserl n'est pas un révolutionnaire. Pour lui, le progrès de la connaissance est le fruit d'une dynamique, mais les leçons du passé ne sont pas perdues. Ce sont des sédiments successifs qui nous permettent d'aller plus loin. La connaissance est donc tension. Elle est dans l'être humain, esprit et corps mêlés dans la conscience, et elle est finalement subjective, puisque la conscience s'applique à des vécus personnels. Ici, une différence importante se produira dans la pensée phénoménologique entre Husserl et son disciple Max Scheler. Husserl nous propose un être humain en quête de la vérité, de la connaissance. Scheler pense que la tension de l'être humain est vers le bien, donnant ainsi le départ à une phénoménologie éthique qui inspirera des philosophes comme les personnalistes Mounier et la revue Esprit, ou les néo-thomistes comme Karol Wojtyla, Jean-Paul II, Maritain ou Lévinas. La difficulté de l'approche phénoménologique est de comprendre comment la conscience individuelle, sollicitée par des expériences personnelles, peut déboucher sur une connaissance à vocation universelle au point d'être scientifique. Husserl, à la différence du thomisme, ne donne pas une réponse ontologique. La vérité n'est pas un appel à l'au-delà, elle n'est ni éclairée ni guidée par une volonté divine. Mais elle est transcendantale. Elle débouche sur un savoir collectif qui échappe à ceux qui l'ont forgé. C'est sa résistance au test permanent de l'expérience qui permet de considérer la vérité comme objective, en dépit de sa source subjective. Les thomistes ont du mal à l'admettre et estiment que la subjectivité de Husserl est trop radicale et conduit en fait au relativisme, qui exclut donc toute vérité, puisque si toutes les vérités sont bonnes, il n'y a pas de vérité. Beaucoup de philosophes du XXe siècle emprunteront à Husserl sans partager pour autant l'approche de la phénoménologie, de Heidegger à Derrida ou Sartre. Pourtant,
Le lien peut-être le moins connu et le plus important pour les sciences humaines est celui qui unit la philosophie de Husserl et les économistes autrichiens, principalement Mises et Hayek. On trouve au cœur de leur théorie la même idée de l'articulation entre actions personnelles et phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux sont le résultat non désiré de l'action volontaire des hommes. Ludwig von Mises. De même, le progrès n'est-il d'un processus d'essai et d'erreur. L'histoire ne se renouvelle puisqu'elle est écrite par des hommes qui ont eux-mêmes leur propre histoire, fruit des expériences qu'ils ont vécues. Le savoir concret n'existe qu'à travers la forme dans laquelle il apparaît dans un grand nombre d'esprits, et la dispersion et l'imperfection de tout savoir sont les deux bases des sciences sociales. Friedrich Hayek. En phénoménologie, la conscience est un pont vers un sujet de pensée. Cela est dû à son caractère intentionnel. L'intentionnalité s'applique à la réflexion sur le monde, mais aussi à la réflexion de soi sur soi. Cette réflexion du soi sur lui-même est opérée dans les leçons sur le temps, où Husserl découvre la présence en lui d'une conscience absolue constituante, c'est-à-dire un noyau dur, invariant, formant les données reçues en conscience. Si Husserl est le créateur de la phénoménologie et de cette méthode de la réduction phénoménologique évoquée ci-dessus, il n'est conscient de l'existence en lui d'une conscience absolue constituante qu'après avoir découvert la présence en lui d'une mémoire constituante. La rétention n'est pas dans la conscience, mais est la conscience vivante. La rétention n'est pas dans le perçu, mais elle est le comment du perçu en lui-même. Ici se joue vraiment la conséquence de la véritable réduction phénoménologique transcendantale. La conscience absolue n'est pas simplement un point fixe sur lequel nous pouvons nous arrêter pour cerner les identités des objets changeants en unifiant leurs données, mais la conscience absolue est pleinement constituante. En cela, nous pouvons voir émerger concrètement le moi transcendantal de la conscience absolue. Ce moi est un moi actif constituant, toujours en acte et non appréhendable en contenu, ou bien alors métaphoriquement. Ainsi, la conscience absolue est aussi le moi transcendantal, mais l'inverse n'est pas vrai, puisque celle-ci est plus que lui permettant d'être. Ce qui doit être souligné ici, c'est que nous sommes dans un cas particulier où le soi cherchant à connaître est face à un objet de connaissance non autre que lui-même. Le moi transcendantal, utilisant la rétention pour connaître la conscience et la rétention, se retrouve face à lui-même lorsqu'il cherche à les définir. La rétention est donc la conscience absolue elle-même. Elle n'est pas un contenu individuel, mais un acte. Husserl affirme bien ici que la rétention peut être qualifiée définitivement de présentification. Celle-ci, il le dit bien, elle est d'un mode nouveau, puisqu'elle est liée sans cesse au présent effectif, au sentir premier. La rétention est donc à la fois liée au présent et en même temps replace le passé dans le présent en le qualifiant bien d'élément passé. La rétention représente, en ce sens qu'elle présente de manière neuve le passé en le reliant au présent, parce qu'il est encore un lieu du maintenant. Les actes constituants rétentionnels sont donc définitivement qualifiés de présentification, mais de façon très particulière. Ils peuvent être qualifiés de présentification du fait qu'il s'agit d'éléments passés, réellement vécus, retravaillés, mais aussi du fait que ces objets vécus sont présents à nouveau, mais d'une autre façon, ayant été modifiés. Cependant, contrairement au ressouvenir, cette présentification se fait de manière spontanée et inconsciente, et surtout se lie à la perception présente d'un maintenant. La rétention est donc qualifiée ici, en dernier lieu, de présentification, quoiqu'elle ne soit pas du même genre de présentification que celle usée lors du ressouvenir. La rétention est donc le lieu de la prise de conscience du temps de l'objet
et du temps en général. La rétention n'est donc nullement un objet individuel de la conscience, mais elle est ce qui qualifie les actes constituants de la conscience. Elle est ce qui inconsciemment permet de saisir consciemment les objets dans une temporalité et dans leur durée propre. On peut donc retrouver la rétention dans deux champs intentionnels différents de la conscience. Un champ où l'objet est perçu dans sa durée propre et un autre où l'objet est saisi directement en son entier et est relié avec d'autres phases temporelles passées. L'acte rétentionnel est un acte de consécution mettant en parallèle de façon simultanée des objets présents et passés pour finalement en dévoiler une succession temporelle. Cet acte rétentionnel est une expression de la conscience absolue, rendant possible l'existence d'une conscience individuelle, consciente du temps et d'elle-même. L'idée de conscience-mémoire est bien à mettre en parallèle avec le concept d'identité. Mais l'identité n'est pas simplement une modulation permanente autour d'un noyau stable. Elle est aussi une volonté, une force active qui décide de se projeter et d'oublier alors des possibles. Si Husserl a bien saisi l'idée de continuité de la conscience, rendue possible par la mémoire inconsciemment ou activement, il n'a pas forcément perçu la capacité nécessaire de la mémoire à oublier. Car en plus d'être continue, la mémoire est sélective, idée traduite par le philosophe Nietzsche. La mémoire serait alors plus qu'un rappel possible du passé du sujet, et plus qu'une possibilité de mise à jour du soi, elle serait également une mémoire du futur, où le sujet serait capable de se projeter et de se rappeler ce qu'il aurait prévu d'être, lui permettant d'anticiper et de construire son futur. Husserl a perçu un lien entre rétention et conscience absolue, ce qui s'apparente à l'idée de contribution d'un self de travail à la formation de l'identité. Cependant, si la mémoire se définit bien comme permettant la continuité du sujet, elle est aussi permise par son caractère sélectif. Husserl a eu le mérite d'avoir perçu l'importance de la continuité permise par la mémoire, et d'avoir réfléchi à la possibilité même de cette continuité. L'identité naît de l'interaction entre mémoire, ce que je pense être, et ce que j'aspire à être. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.